on se retrouve pour le journal présenté par Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Avant de vous donner la parole, les titres, la journée nationale du don d'organes, la présentation d'une émotion du Parti socialiste, la simulation d'une crue pour tester la digue de la ville d'Arles, le taureau AOC de Camargue dans les assiettes des cantines du Gard et nos invités, Madame Jeannot et Monsieur Mansouri, avec qui nous évoquerons la Semaine bleue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Christophe, on vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre ce journal avec l'actualité de la journée dans le Gard et le maintien de l'alerte orange due aux prévisions de fortes précipitations et d'orages ce mardi soir à partir de 22 h. Un épisode pluvio-orageux qui peut être localement intense. Une alerte orange qui a été étendue dans la journée au département des Bouches-du-Rhône, mais aussi à l'Ardèche ainsi qu'au Var. Des inondations sont donc possibles dans les zones habituellement inondables. Ces cumuls de précipitations peuvent localement provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et de fossés, ainsi qu'un risque de débordement des réseaux d'assainissement. À ce titre, la préfecture du Gard appelle à la vigilance et au respect des consignes indiquées. Une alerte orange qui concerne donc 5 départements, au premier rang desquels le Gard et l'Hérault, déjà touchés par de fortes précipitations hier après-midi, avec quelques rues qui ont été inondées, notamment à Nîmes. L'attention devra également être portée au niveau de la circulation routière avec une prévision de difficultés sur l'ensemble du réseau secondaire, mais aussi sur les transports ferroviaires en dehors des grandes lignes. La préfecture recommande donc de respecter les déviations mises en place, de ne pas vous engager en aucun cas à pied ou en voiture sur une voie immergée. Compte tenu de ce bulletin d'alerte maintenu jusqu'à demain matin 11 h, les parents utilisant habituellement le service des centres de loisirs et celui des crèches municipales multi-accueil sont invités à garder leurs enfants durant toute la matinée de ce mercredi 22 octobre. La ville de Nîmes qui indique par ailleurs que les centres de loisirs du Mas-Boulbon et de René-Char seront fermés par décision préfectorale. Aucun service de bus desservant les centres de loisirs ne fonctionnera. Compte tenu également de ces prévisions météorologiques, les cours et les transports scolaires sont suspendus pour les collégiens et lycéens gardois pour la matinée de demain mercredi. La préfecture qui incite les parents à garder leurs enfants à leur domicile. Depuis la mi-journée, Météo France a relevé des cumuls d'une moyenne de 60 à 80 mm sur les Cévennes et localement plus de 120 mm d'eau. La question des inondations, on ne peut plus sous les feux de l'actualité à Arles, chacun a en mémoire la terrible journée du 4 décembre 2003 avec cette crue historique du Rhône qui avait inondé tout le nord de la ville. Cet après-midi, à l'initiative de la ville d'Arles et du syndicat mixte interrégional de l'aménagement des digues du Rhône et de la mer, un exercice de simulation de crue a été pratiqué sur les digues du Rhône et du Viguera. Le canal qui ceinture l'est d'Arles. 52 agents des services techniques de la ville se sont portés volontaires pour cette action censée tester les dispositions du plan de gestion des ouvrages en période de crue, un exercice auquel a assisté Alain Bonnet. Ce mardi 21 octobre, la municipalité d'Arles et le CIMADREM ont organisé le premier exercice de simulation afin de tester les dispositions du plan de gestion des ouvrages en période de crue sur les digues du Rhône. Ce dispositif de surveillance des digues est initié à la base par le CIMADREM et donc la mairie d'Arles met à disposition donc son personnel pour assurer physiquement et opérationnellement cette surveillance afin donc d'anticiper les éventuels départs de brèche qui pourraient survenir sur les 110 à 120 km de digues sur le territoire communal d'Arles. Donc le principe est simple, nous avons des binômes, 12 secteurs, donc 12 binômes qui sillonnent donc l'intégralité des rives, rive droite, rive gauche du Rhône, ainsi que la rive gauche du Petit Rhône, afin donc de visualiser des éventuels désordres de manière à ce qu'ils puissent être répertoriés et surtout transmis en termes de signalement aux gardes-digues du CIMADREM afin que les entreprises puissent intervenir le plus rapidement possible, bien en amont de la création d'une brèche. En 2003, lors des crues, le plan de sécurité et de surveillance a bel et bien fonctionné, évitant le pire. Néanmoins, cette simulation de force 2 a mis en évidence quelques points à revoir si l'on veut que ce dispositif soit efficace à 100%, méritant toute l'attention des acteurs concernés. Déjà, nous avons pu constater en termes d'amélioration que nous devons faire un effort au niveau des liaisons radio. Donc, nous sommes dans le cadre d'une étude pour nous équiper en matériel radio de façon à pouvoir être joignable à n'importe quel point de notre territoire, compte tenu que nous avons testé le fait que les téléphones portables ne passaient pas de partout. Aujourd'hui, pour l'exercice, le temps était clément et les contrôles simples et faciles.
Ce n'est pas toujours le cas lors de fortes précipitations, rendant l'accessibilité parfois difficile sur certaines digues. Je crois que c'est là toute l'importance de l'exercice. On sera d'autant plus armé que l'on aura fait des exercices. Les personnes qui travaillent sur ces digues connaissent bien leur lieu de travail, connaissent bien l'état de leur digue et pourront déceler rapidement un début de dégradation, puisque dans ce cas-là, effectivement, l'important, c'est de détecter la dégradation de la digue dès le départ. Ces simulations sont plus que nécessaires pour permettre de contrôler l'efficacité du plan de prévention, mais aussi de tester la rapidité du CIMADREM à intervenir en cas de dégradation des sites pour la sécurité des biens et des personnes. Et rappelons qu'Hervé Schiavetti, qui est le maire d'Arles, est également le président de ce CIMADREM, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer. Un mot de politique avec la préparation des élections cantonales partielles qui se dérouleront les 16 et 23 novembre prochains sur le premier canton de Nîmes, suite, je vous le rappelle, à la démission du nouveau sénateur Jean-Paul Fournier de son poste de conseiller général du Gard. Après Chantal Barbus pour l'UMP, Sylvette Fayet pour le PCF, Evelyne Ruti pour le FN et Éric Firoud pour le MoDem, c'est Elisabeth Pic qui représentera le parti des Verts, la formation politique du conseiller régional Sylvain Pastor, dont la liste a été élue à l'unanimité lors du conseil d'administration départemental de ce parti pour un nouveau mandat de 3 ans. Demain matin, Marie-Pierre Mercier, la candidate investie par le PS et le Parti radical de gauche en mars dernier sur ce premier canton de Nîmes, donnera une conférence de presse. Et puis toujours au Parti socialiste, on prépare activement le prochain congrès de Reims. C'est aujourd'hui, en fin d'après-midi, qu'a été présentée à Nîmes la motion de Benoît Hamon, l'un des prétendants au poste de premier secrétaire du PS. Une motion qu'a présentée et argumentée Razi Hamadi. Pierre-Paul Castelli l'a interrogé au même titre que Charles Ménard, mandataire de cette motion dans le département du Gard. La motion, c'est celle qui a été déposée par Benoît Hamon. C'est pas la gauche. On est fiers d'avoir rassemblé toutes les sensibilités dites de gauche du parti, mais on n'est pas candidat à être à la gauche du parti avec notre drapeau rouge et nos barbelés. Nous sommes candidats à la direction du parti, d'autant qu'aujourd'hui, le contexte, l'ensemble des propositions explorées pour sortir le monde des crises auxquelles il est confronté, crise financière, crise économique, crise alimentaire, crise sociale, s'inspirent de ce que sont nos propositions d'hier, d'aujourd'hui et qui seront les nôtres demain et celles du Parti socialiste si les militants choisissent notre orientation le 6 novembre prochain. Alors, est-ce qu'il se passe actuellement au niveau mondial, cette crise financière, cette remise en question du capitalisme, y compris par les plus grands dirigeants mondiaux? Vous êtes à la mode, vous avez le vent en poupe? Écoutez, moi je me méfie des modes et je me méfie de l'air du temps. J'ai coutume de dire, comme disait le poète, que c'est l'ambition des feuilles mortes, l'air du temps. Nous, l'orientation qu'on a défendue, on n'a pas attendu la crise financière pour la défendre. La représentation au niveau du Congrès est proportionnelle. Donc le Gard enverra au Congrès un certain nombre de délégués de chaque motion en fonction du résultat de chaque motion dans les votes du 6 novembre. Nous avons un bon écho et nous représentons la gauche du parti qui, bien que minoritaire depuis quelques années dans cette fédération, a quand même toujours existé, toujours été largement représentée au Conseil fédéral. Sur 2 motions au dernier congrès, sur une motion unique aujourd'hui, ce qui crée une dynamique qui nous permet de penser que ce congrès sera une avancée de la gauche du parti, ici comme au niveau national. Et puis on va le découvrir en images en fin d'après-midi à l'issue de cette rencontre. Razi Hamadi a rejoint la centaine de manifestants qui s'étaient rassemblés devant la préfecture du Gard afin d'apporter leur soutien à la CIMAD. Rappelons que cette association dénonce les termes de l'appel d'offres visant à modifier les services actuellement accordés aux personnes étrangères retenues dans des centres de rétention administrative. Le Parti socialiste qui réfléchit toujours justement à la candidature à apporter sur le premier canton de Nîmes, peut-être des éléments de réponse lors de la conférence de presse demain matin avec Marie-Pierre Mercier. Elle est savoureuse et parfumée et offre une couleur d'un rouge soutenu, rappelant parfois au goût les saveurs du gibier. Elle, c'est la viande du taureau Camargue, un des trésors de notre delta qui bénéficie depuis le décret du 8 décembre 1996, une appellation d'origine contrôlée. Mieux connaître le taureau de Camargue dans son assiette, telle est l'initiative qui a été proposée par le syndicat des éleveurs de taureaux de Camargue AOC aux écoles de la communauté de communes de Petite Camargue. À l'instar du riz, les
les écoliers vont pouvoir redécouvrir les bons produits de la terre de Camargue. Les explications sont signées Alain Mellon. Le coup d'envoi a été lancé dans les cantines de Vauvert. Le syndicat des éleveurs de taureaux de Camargue AOC, regroupant 92 éleveurs, dont 30 dans le Gard, a lancé le projet il y a un peu plus d'1 an de mettre le repas avec de la viande de taureau de Camargue AOC dans les assiettes. Nous avons trouvé opportun d'aller démarcher entre guillemets les communautés de communes pour voir comment on pourrait intégrer la viande taureau Camargue dans les menus cantines pour les enfants. Et aujourd'hui, notre démarche se concrétise donc à Vauvert avec la communauté de communes Petite Camargue, qui va permettre donc de mettre le taureau de Camargue dans les repas donc des cantines du Kéla et de Vauvert notamment. Et peut-être demain d'ouvrir d'autres marchés, parce que la démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est juste pour être présent sur le marché local, ce qui va nous permettre, notamment en travaillant avec les cantines, de lisser un peu plus la production que nous avons sur le marché au mois de septembre et décembre, aussi une période d'abattage important, puisque les manadiers ont fait leur sélection durant la saison taurine. Les 800 élèves ont tous eu une part de terroir dans leur assiette. On ne fait pas du bio pour se faire plaisir à nous ou des produits de qualité pour se faire plaisir en cuisine. L'idée derrière quand même, c'est de transmettre quelque chose aux enfants. Donc nous on a des animateurs qui sont à table, on a des animations qui sont faites aussi avec les enfants. Et ce qui est important, c'est de transmettre aux enfants quelque chose quand même, de leur apprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on utilise des produits de proximité. Leur apprendre aussi, par exemple le taureau c'est la Camargue, c'est la région, c'est transmettre aussi notre patrimoine culinaire et notre patrimoine, nos traditions aux plus petits, quoi. Aujourd'hui on commence par du steak haché de taureau. La fois prochaine donc on va essayer de faire du taureau une fois par mois. La fois prochaine, donc dans un mois, on va faire du rôti de taureau, donc ça sera une grande première, des belles pièces de viande et ça sera, je dirais, une grande découverte pour tout le monde. Une nouvelle exposition est proposée à Carré d'Art jusqu'au 4 janvier 2009. L'artiste suisse Thomas Hubert vous propose de découvrir la langueur des losanges dans un itinéraire des plus colorés où géométrie variable et perspective jouent avec l'œil du visiteur. Une balade virtuelle dans des espaces lumineux et des décors qui se veulent idéaux. Autant de portes et de fenêtres ouvertes sur des œuvres où la notion de profondeur se double de plusieurs sens. Un sujet hors cadre et sans ligne de fuite qui vous est proposé par Olivier Michel. Pour la durée de mon exposition, le carré d'art devrait être nommé le losange d'art. Point de fuite possible pour Thomas Hubert. En fils d'architecte, la géométrie l'a rattrapé. Et à travailler la perspective, le carré de Malevich est devenu chez lui losange. Autour des 52 huiles et 27 aquarelles, datées de 1993 à 2007, l'exposition de Carré d'Art nous fait pénétrer dans le cabinet de curiosité de cet architecte pictural, fondateur de l'Huberville. Je ne veux pas construire une maison, pas construire des villes, mais vraiment dessiner des espaces. Et j'ai même l'idée que peut-être c'est un meilleur endroit pour se reposer, pour se promener que dans la réalité. Alors, regarder des images, ça veut dire aussi de se bouger, de se trouver dans un espace, mais plutôt idéal. Thomas Hubert propose la perspective d'un monde plus lumineux qui pointe le bout de son nez au travers des différentes ouvertures. L'exposition est-elle interactive et se joue de vous et de votre torticolis. Idéalement placé, au centre des compositions mais non figuré, le visiteur est amené à rentrer dans les toiles, par la profondeur ou encore par une mise en abîme de l'espace. Dans les tableaux, vous voyez les deux tableaux et les deux tableaux montrent un espace de deux côtés différents. Et ils sont peints avec un bord vert autour qu'on a encore une fois refait dans la salle. Alors il y a ce mélange entre la réalité et les peintures. Et aussi on a pris les chaises qu'on retrouve dans les peintures, on les mis encore une fois en réalité dans les salles comme ça. Le spectateur vraiment a l'idée ou l'impression qu'il est assis dans les peintures. Un jeu perpétuel avec le visiteur, car l'œuvre n'existe qu'au travers de son regard et de l'attention qu'il y porte.
Voilà pourquoi Thomas Hubert a le souci de la perspective pour que le curieux plonge, le souci du détail pour que le regard se balade, et en prenant soin de laisser une porte ouverte, le souci de l'inconnu pour que le visiteur se questionne. On en sent aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas représentable, qui est trop difficile à montrer ou trop difficile à dire. Alors qu'est-ce qui se cache justement derrière vos toiles à vous? Ça, je ne vous dis pas. Il y a tout juste 30 ans, la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains a été reconnue d'utilité publique, 9 ans après sa création par le prix Nobel de médecine Jean Dossé. Un don d'organes que les différentes antennes associatives de cette fédération défendent aux 4 coins de France. Le week-end dernier, l'association ADOT 30 a proposé différentes animations afin de sensibiliser le public sur la nécessité du don d'organes. Une action qui s'inscrit également dans la volonté de faire baisser le nombre de refus de dons. Les explications de Frédéric Siller sur ces images tournées par Alain Bellon. Après l'organisation du Transorgane Express sur le Jean Jaurès en 2007, l'association ADOT 30 a souhaité pour la journée du don d'organes informer la population de tout le département sur l'importance du don. Pour mener à bien cette opération, Suzanne Nadal a reçu l'aide des artisans boulangers. Ainsi, toutes les personnes du département pourront avoir de la documentation. Durant 2 ans, le nombre de refus de dons stagnait à 32%. Aujourd'hui, le chiffre baisse à 28%. C'est mieux, mais pas encore assez comparé à nos voisins frontaliers. En Espagne, ils sont à 15%. Vous voyez qu'on a encore à faire. Réticence de l'individu, mais très souvent refus de la famille par manque d'informations. Pour que le don d'organes se réalise, il faut impérativement détenir sur soi la carte, preuve de sa position sur le sujet. En cas d'accident, il faut savoir qu'un médecin a très peu de temps. C'est un laps de temps très court pour prélever et c'est très vital. Donc le temps de faire des recherches ou quoi que ce soit, d'avoir une carte sur soi, ça permet d'aller très vite. Aller vite, à l'image de ces voitures sportives empruntées par l'association ADOT 30 pour la distribution des tracts d'information dans le Gard. En moyenne, un donneur en état de mort encéphalique peut sauver jusqu'à 5 vies et pour les receveurs, le don est un geste qu'ils ne pourront jamais oublier. Pour ma part, ça s'est passé il y a un peu plus d'1 an. Je suis très content, je remercie la personne qui a fait don de cet organe parce que je ne serais pas devant la caméra pour pouvoir témoigner. C'est un geste qui ne coûte rien, si ce n'est que c'est vraiment un geste d'amour. Voilà le message que je veux faire passer. Depuis hier a débuté la Semaine Bleue à Nîmes. Cette journée est consacrée aux retraités et aux personnes âgées au niveau national. À ce titre, nous recevons ce soir Catherine Giano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Nîmes en charge de la délégation des quartiers Garrigues-Ouest, mais aussi en charge de la délégation des aînés. À vos côtés, Abla Mansouri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'animation à la maison des aînés. Alors, première question, comment s'est structurée cette édition 2008 de la Semaine Bleue ? Allez-y, allez-y. Tout d'abord, pour les Semaines Bleues, il y a un thème qui est national, donc qui est commun à tout le monde. Mais nous, on aime bien un petit peu partir à côté du thème. C'est-à-dire que ça fait 2 années qu'on fixe le thème de la Semaine Bleue sur le sport, en particulier le sport des aînés. Donc l'an dernier, on avait fait des stages de sensibilisation à différentes activités sportives. Et cette année, notre principale animation, c'est les 2 randonnées qu'on pratiquera demain. Donc la randonnée pédestre et la randonnée à vélo dans le centre-ville. Et Catherine Giano, quels ont été les enseignements de la conférence qui portait sur les effets du vieillissement et les moyens de les éviter, qui était animée par Amandine Cluzel, neuropsychologue. Quels ont été les enseignements de cette conférence qui s'est déroulée hier après-midi ? Conférence très intéressante, mais qui malheureusement a eu un très faible public par rapport à la pluie, aux intempéries. Conférence que nous pensons d'ailleurs renouveler, parce que vraiment elle a apporté une clarté dans le discours, comment dirais-je, rassurée aussi, parce que c'est vrai qu'arrivé à les seniors, à la soixantaine, nous avons tous des moments où tiens, on oublie, et elle a expliqué au niveau cognitif, à tous les niveaux, mais avec des termes simples, accessibles à tous. Et ça, nous allons renouveler parce que vraiment, il y avait très peu de monde, compte tenu des intempéries. On le voit, cette Semaine Bleue met l'accent sur le caractère sportif et physique, avec demain cette journée dédiée à la randonnée. Est-ce qu'on peut dire à Abla Mansouri que la diversité est nécessaire à la vitalité de cette semaine ?
Oui, tout à fait. Apporter de la diversité, c'est le sport, c'est des choses plus ludiques et un peu moins culturelles, si on peut dire ça. Le loto, aujourd'hui, il y avait quand même 400 personnes pour le loto de cet après-midi. Toujours très apprécié, ça. Ah, toujours très apprécié, très aimé. C'est vrai que bon, les lots étaient très intéressants aussi, mais bon, les personnes se prennent au jeu. Il y avait un spectacle cabaret lundi, et il y aura un autre spectacle musical jeudi à la Maison des Aînés. Il est vrai que bon, on essaie d'amener beaucoup de diversité justement pour que tout le monde y trouve son compte. Justement, Catherine Jeannot, quel retour obtenez-vous des personnes qui participent à cette semaine? Ben, je crois que c'est ça, voilà, c'est vraiment... vous savez, ils ont une vitalité. Au premier mandat de Monsieur le maire Jean-Paul Fournier, j'avais en délégation les crèches. Donc, quelque part, avoir les seniors actuellement, je boucle une boucle. Mais c'est passionnant parce que je retrouve cette vitalité, cette joie de vivre qu'ont les petits, quoi. Après, c'est vrai qu'on arrive à... Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont ouverts sur tout, heureux. Abla a des après-midi, nous avons des après-midi guinguettes une fois par mois à la Maison des Aînés. Je veux dire, il faut les voir danser, il faut voir les retours vraiment très positifs qu'on a. Et puis ça leur fixe, comment dirais-je, des objectifs et des projets. Et ça, je crois que c'est très important après arriver à nos âges, parce que je fais partie des seniors, à avoir toujours objectif, projet, voilà, aller toujours un petit peu, avoir des buts. Et ça, c'est très important. Et dans le cadre de la Maison des Aînés, ils trouvent tout un panel d'activités qui leur correspondent. Alors justement, Abla Mansouri, quelles actions sont menées spécifiquement auprès des retraités et des personnes âgées à la Maison des Aînés tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas que la Semaine Bleue, bien évidemment? Non, c'est sûr, il y a beaucoup d'ateliers, donc surtout les ateliers mémoire, puisque bon, on sait pertinemment qu'avec l'âge, on a tendance un petit peu à perdre la mémoire, c'est le cas de le dire, donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est des ateliers d'écriture, c'est des ateliers de parole philosophique où il y a des recherches, il y a une recherche faite en amont. Il y a aussi des ateliers de créativité, donc sur la poterie, la peinture, les ateliers reliure, aussi tous les ateliers gym douce, gym un peu plus tonique, parce que c'est vrai qu'on parle de seniors, mais les seniors c'est très vaste en fait aujourd'hui, parce qu'à 55 ans ou à 60 ans, aujourd'hui on est jeune. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se rende compte un petit peu que moi je rencontre des personnes âgées, je dis ça, mais en même temps c'est un peu en opposition, parce que quand je les vois, je me demande ce qu'ils font là. Je dis mais vous êtes trompés quoi. Alors non, mais j'ai 60 ans, monsieur Mansouri. Alors c'est vraiment, on s'interloque parce qu'on se dit qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on vieillit très bien. Et donc ces gens-là recherchent toutes ces activités. Donc il y a du tai chi chuan, il y a de la danse de salon. Donc c'est très diversifié. Et puis on a des sorties culturelles aussi. Donc on essaie un petit peu de diversifier toutes ces animations, et puis surtout à des prix très modiques, parce qu'il faut que ça touche une grande majorité de la population, et surtout celles qui ont des difficultés financières. Merci en tout cas Catherine Jeannot et Abla Mansouri d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, la Semaine Bleue se déroule à Nîmes jusqu'au dimanche 26 octobre. Merci. Merci à vous. Le festival du jazz se poursuit au cœur de l'agglomération nîmoise avec différentes communes qui vibrent au rythme du swing. Dimanche, c'est à Poulx que le public a pu découvrir de grands standards du genre avec le Summertime Quartet et la voix glamour de Jeanne Rosset, du charme également avec la présence de Marcella, Stéphanie et Kate, les Puppini Sisters, qui ont revisité le jazz de l'après-guerre sur une note british des plus appréciées. Nicolas Pinchino est toujours à la baguette de ce 9e épisode du journal du festival. Bonsoir. Comment allez-vous? Le jazz des années 40 était à l'honneur dimanche 19 octobre dernier à Poulx. En première partie, l'association Jazz 70 présentait le Summertime Quartet avec un featuring de Jeanne Rosset dans un large répertoire classique pour un public éclectique. It's just too marvelous for words like glory and glamorous that'll stand by our eyes. It's so wonderful. I never find the words to say enough. I mean, they just aren't swelling up. You're much too much. I'm just too very to ever be. En deuxième partie, 3 pin-up anglaises proposaient au public de swinger autour d'un jazz vocal sorti tout droit des années 40, The Puppini Sisters, aussi nostalgique que rafraîchissante.
I got the heebie-jeebies, I don't get no fire. I got the heebie-jeebies blues, free falling long. Come down just a little bit, joystick, baby, don't you know? Come on, show down, you don't feel blue. Say, come on down, and do that dance. Call the heebie-jeebies dance, call the heebie-jeebies dance. Like a round sweet blues, mama. I like oysters, lobster too. I like the taste of it. Le jazz des Puppini Sisters, c'était à Poulx ce week-end, une musique festive que vous avez appréciée, Frédéric. J'ai vu ça, vous avez pas mal bougé dans le sujet. Énormément. Ça, c'est mon style de musique. C'est très agréable à écouter et puis ça fait bien voyager dans l'univers musical. Rendez-vous avec donc le journal du festival demain, mercredi. Également, vous retrouverez le portrait d'entreprise signé Nicolas Pinchino dans notre édition de demain soir, Frédéric. Merci pour ces informations. Dans quelques secondes, Croco Hebdo. Ah non, c'est à 21h, pardon. Je me suis trompé. Avec comme invité, Christophe. Alors ce soir, l'invité de Pierre-Paul Castelli dans Croco Hebdo à partir de 21h donc sera le président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazot, qui reviendra bien sûr la défaite des Crocos et aussi qui évoquera l'avenir du Nîmes Olympique qui, je vous le rappelle, demeure 20e du classement de Ligue 2 de football. Suivi à 22h du match qui opposait l'équipe de Guingamp contre Nîmes. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur votre chaîne Télémiroir et à demain.